Charles Bronson le détestait plus que quiconque. Né Charles Dennis Buczynski, le 3 novembre 1921 à Ehrenfeld, en Pennsylvanie, Charles Bronson, issu d'un milieu modeste, est devenu l'une des figures emblématiques du cinéma d'action hollywoodien. Fils d'immigrants lituaniens, il était l'un des 15 enfants d'une famille qui a connu la pauvreté durant son enfance. Son père mourut alors que Bronson n'avait que 10 ans, le contraignant à travailler dans les mines de charbon de Pennsylvanie pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce labeur pénible, effectué dans des conditions rudes et dangereuses, contribua à forger le caractère dur et robuste qui deviendrait plus tard sa marque de fabrique au cinéma. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bronson servit avec distinction dans l'armée de l'air américaine, comme mitrailleur de queue, dans le Pacifique. Il effectua plus de 25 missions et reçut la Purple Heart pour les blessures reçues au combat. Après la guerre, grâce au GI Bill, il étudia l'art, puis se tourna vers le cinéma, une profession qui le propulsa de la pauvreté à la célébrité internationale. Bronson débuta sa carrière cinématographique dans les années 1950 avec de petits rôles, souvent non crédités. En raison des tensions de la guerre froide et de son nom de naissance à consonance européenne, il adopta le nom de famille plus américanisé de Bronson afin d'accroître ses chances à Hollywood. Sa carrière prit un tournant décisif grâce à des rôles dans des films classiques tels que Les 7 mercenaires, 1960, où il incarnait Bernardo O'Reilly, et La Grande Évasion 1963, dans lequel il interprétait le sapeur polonais claustrophobe Danny Walensky. Ses rôles mirent en lumière son talent unique pour camper des personnages à la fois stoïques et profondément humains, révélant souvent une vulnérabilité sous une apparence dure. Sa prestation dans Les 12 salopards, 1967, a encore renforcé son statut d'acteur charismatique. Mais ce sont ses collaborations avec le réalisateur Michael Winner qui l'ont véritablement propulsé au rang de star internationale. Le film Un justicier dans la ville, 1974, a marqué un tournant dans la carrière de Bronson. Dans le rôle de Paul Kersey, un architecte paisible devenu justicier après le meurtre brutal de sa femme et le viol de sa fille, Bronson a su capter l'angoisse croissante du public américain des années 1970 face au crime et à la justice. Le succès commercial du film a engendré 4 suites et a fait de Bronson l'icône du justicier de l'époque. Son premier grand rôle principal fut celui de Rider on the Rain, 1970, un thriller français qui a confirmé sa popularité grandissante en Europe. Le film connut un succès retentissant et Bronson devint rapidement une superstar à l'étranger, notamment en France et en Italie, où le public saluait ses héros taciturnes et sa retenue émotionnelle. D'ailleurs, la presse française le surnommait affectueusement « le sacré monstre », une expression flatteuse désignant les personnalités cinématographiques hors du commun. Tout au long des années 1970 et 1980, Bronson enchaîna les films d'action intense et réalistes tels que Les Temps difficiles, 1975, Breakheart Pass, 1975, Le Flangueur, 1972 et 10 to Midnight, 1983, confortant ainsi son image d'anti-héros stoïque. Ce qui distinguait Bronson des autres stars du cinéma d'action, c'était sa présence physique intense et son jeu minimaliste. Il exprimait souvent émotion et autorité d'un simple regard ou d'une mâchoire serrée. Il devint particulièrement populaire en Europe, où il était parfois plus vénéré que dans son pays natal, les États-Unis. La carrière de Bronson s'est ensuite orientée vers les téléfilms et des rôles plus modestes au cinéma, notamment dans des films produits par le groupe Cannon, sans que son charisme à l'écran ne s'altère. Son dernier rôle fut celui du commissaire de police Paul Fine dans Family of Cops 3. Under Suspicion, 1999. Charles Bronson fut marié en premières noces à Harriet Tendler, une femme qui joua un rôle déterminant dans sa jeunesse et sa carrière, bien avant qu'il n'accède à la célébrité internationale. Ils se rencontrèrent en 1947 à Philadelphie, alors qu'ils étaient tous deux des acteurs en herbe fréquentant la même école d'art dramatique. Harriet avait alors 18 ans et était une jeune femme pleine d'ambition et d'idéalisme. Charles, qui utilisait encore son nom de naissance, Charles Buczynski, avait 26 ans et venait de rentrer de la Seconde Guerre mondiale où il avait servi comme mitrailleur de queue dans l'armée de l'air américaine. C'était un homme dur et taciturne, marqué par une enfance difficile au sein d'une famille lituanienne-américaine, nombreuse et par des années de labeur exténuant dans les mines de charbon de Pennsylvanie.
Malgré leurs différences d'origine, Harriet était la fille d'un riche éleveur laitier juif, tandis que Charles était un catholique aux revenus modestes. Ils tombèrent amoureux. Leur idylle ne fut pas sans difficulté. Le père d'Harriet était sceptique quant à cette union, se méfiant, semble-t-il, du mineur de charbon au caractère rude et de ses perspectives incertaines dans le monde du cinéma. Néanmoins, après 2 ans de fréquentation, et avec la bénédiction, certes réticente, de son père, Harriet et Charles se marièrent en 1949. Dès le début, leur union fut marquée par le sacrifice et la détermination. Alors que Charles peinait encore à percer dans le métier d'acteur, c'est Harriet qui devint le principal soutien de famille. Elle travaillait sans relâche pour subvenir à leurs besoins, enchaînant les petits boulots pour payer les factures, tandis que son mari cherchait à se faire une place au théâtre et à la télévision à ses débuts. Elle croyait en son talent bien avant que le monde entier ne connaisse son nom. Leur situation financière était souvent précaire. Lors de leur tout premier rendez-vous, Charles n'avait que 4 centimes en poche, un exemple frappant de ses humbles débuts. Mais ce qui lui manquait en richesse, il le compensait par un charisme discret et un dévouement intense à son art. Harriet le soutint tandis qu'il commençait lentement à se faire connaître, d'abord dans de petits rôles, puis dans des rôles plus importants. Lorsque sa carrière prit son envol dans les années 1950 et qu'il adopta le nom de scène plus américanisé de Charles Bronson pour éviter la stigmatisation des noms de famille d'Europe de l'Est à Hollywood pendant la chasse aux sorcières anticommunistes, Harriet demeura un pilier pour lui. Ils eurent 2 enfants ensemble, Suzanne et Tony, et pendant un temps, leur vie de famille sembla stable. Mais au milieu des années 1960, alors que la notoriété et la charge de travail de Bronson augmentaient, leur relation commença à se détériorer. En 1965, après plus de 15 ans de mariage, ils divorcèrent. Malgré leur séparation, le soutien et les sacrifices d'Harriet à ses débuts furent déterminants pour propulser Bronson au sommet d'Hollywood, où il deviendrait finalement l'un des acteurs les mieux payés de son époque. 3 ans après son divorce, Bronson se remaria avec l'actrice anglaise Jill Ireland, qui allait devenir sa partenaire à la ville comme à l'écran. Ils se marièrent le 5 octobre 1968, mais leur histoire avait commencé bien plus tôt, en 1962, sur le tournage de La Grande Évasion. À l'époque, Jill était mariée à l'acteur écossais David McCallum, son partenaire dans le film. Selon la légende hollywoodienne, Bronson, connu pour son franc-parler, aurait déclaré sans embâche à McCallum: « Je vais épouser votre femme », qu'elle ait été prononcée sur le ton de la plaisanterie ou comme une prophétie. Cette affirmation s'est avérée exacte. À la fin des années 1960, Jill avait divorcé de McCallum et épousait Bronson. Leur union est devenue l'une des plus emblématiques et durables d'Hollywood. Ensemble, Charles et Jill ont fondé une famille recomposée de 7 enfants, 2 issus du premier mariage de Bronson, 3 de la précédente union d'Ireland, dont un enfant adopté, et leurs 2 filles biologiques, Zuleika et Katrina, cette dernière étant également adoptée. Malgré leurs carrières cinématographiques intenses, les Bronson étaient profondément attachés à leur famille. Ils pratiquaient une éducation unique, veillant à ce que leurs enfants restent proches d'eux, même pendant les tournages les plus chargés. Plutôt que de laisser leurs enfants derrière eux, ils les emmenaient souvent sur les lieux de tournage, transformant les plateaux en foyers familiaux improvisés. Cela leur permettait de rester très unis, un lien familial auquel Charles et Jill étaient très attachés. Leur résidence principale était une luxueuse demeure à Bel Air, mais les Bronson appréciaient également la vie rustique de leur vaste ferme coloniale de 105 hectares à West Windsor, dans le Vermont. Ce refuge leur offrait une échappatoire paisible aux pressions d'Hollywood. Jill, passionnée d'animaux et cavalière émérite, y élevait des chevaux et entraînait sa fille Zuleika à l'équitation de compétition. Sous sa tutelle, Zuleika a progressé jusqu'à atteindre un niveau d'excellence en saut d'obstacles, une immense fierté pour la famille. Liver, la famille se rendait souvent à Snowmass, dans le Colorado, une pittoresque station de montagne où elle aimait passer des vacances au ski et profiter des paysages enneigés tout au long des années 1980 et au début des années 1990. Un drame survint à la fin des années 1980. Jill Ireland apprit qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Pendant des années, elle lutta courageusement contre la maladie, subissant de nombreux traitements et s'engageant activement dans la sensibilisation au cancer.
Sa force et son courage ont inspiré de nombreuses personnes et elle a relaté son parcours dans des livres et lors d'apparitions publiques. Le 18 mai 1990, à l'âge de 54 ans, Jill Ireland s'est éteinte à leur domicile de Malibu, entourée de sa famille et de son mari, après une longue et douloureuse lutte contre la maladie. Sa mort a profondément affecté Bronson, qui avait toujours été stoïque et discret. Mais sa disparition laissa une profonde et durable blessure. En 1991, sa vie fut commémorée dans le téléfilm Reason for Living, The Jill Ireland Story, où l'acteur Lance Henriksen incarnait Charles Bronson, retranscrivant avec justesse l'amour profond et la douleur de leur relation. Plusieurs années après le décès de Jill, Bronson retrouva l'amour. Le 27 décembre 1998, il se maria pour la troisième et dernière fois avec Kim Weeks, actrice et ancienne employée de Dove Audio. Weeks avait rencontré Bronson lors de l'enregistrement des mémoires de Jill Ireland en livre audio. Leur relation s'était construite sur un respect mutuel et des expériences partagées durant cette période chargée d'émotions. Bien qu'ils aient préservé leur relation de toute intimité, Weeks est resté dévoué à Bronson malgré le déclin de sa santé à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Ils sont restés mariés jusqu'au décès de Bronson en 2003, clôturant ainsi le dernier chapitre de la vie personnelle hors du commun de l'une des figures les plus emblématiques du cinéma hollywoodien. Charles Bronson, connu pour son impassibilité, son visage aux traits marqués et son image de dur à cuire à l'écran, n'était pas du genre à laisser transparaître ses émotions en public. Il accordait rarement des interviews, fuyait le milieu hollywoodien et se tenait à l'écart des querelles mesquines. Pourtant, en coulisses, un acteur semblait capable de déstabiliser Bronson comme nul autre, James Coburn. L'animosité entre les deux hommes était un secret de polichinelle parmi les initiés durant l'âge d'or du cinéma de durs à cuire. Ce conflit découlait d'une rivalité professionnelle, de conflits de personnalité et de profondes divergences philosophiques sur le métier d'acteur et sur la vie en général. Leur animosité remonterait au tournage des Sept mercenaires, 1960. Western Choral qui a marqué un tournant dans leur carrière et qui réunissait Bronson et Coburn, ainsi que d'autres acteurs qui allaient devenir des légendes, comme Steve McQueen et Yul Brynner. Si le film a connu un immense succès commercial et est depuis devenu un classique, l'atmosphère sur le plateau était, quant à elle, notoirement tendue. Bronson, qui prenait son métier très au sérieux et abhorrait le culte des beaux gosses hollywoodiens, voyait en Coburn l'incarnation de ce qu'il détestait. Coburn était cool, élégant et suave, plus intéressé par la philosophie zen, les voitures de sport et le charme que par la ténacité et les épreuves de la vie. Bronson y voyait une vaine démonstration de pouvoir, surtout venant de quelqu'un qui prétendait jouer un dur à cuire. Les tensions entre les deux hommes étaient exacerbées par leurs approches du travail radicalement différentes. Bronson était méthodique, introverti et réservé, et il détestait les conversations superficielles, et tenait à sa vie privée, s'isolant souvent entre les prises. Coburn, en revanche, était un rieur bruyant, un farceur invétéré et quelqu'un qui se liait facilement d'amitié sur le plateau, notamment avec les réalisateurs et les producteurs. Selon certains témoignages de membres de l'équipe, Bronson pensait que Coburn cherchait constamment à voler la vedette à ses partenaires, s'accaparant subtilement l'attention par des expressions exagérées ou des gestes improvisés. Bronson, qui appréciait la sobriété dans le jeu d'acteur et considérait le surjeu comme une trahison du récit, aurait qualifié Coburn de frimeur dans son dos et se serait même plaint de ses frasques auprès du réalisateur. Leur rivalité s'intensifia dans les années 1970, lorsque les deux hommes devinrent des figures emblématiques du film d'action réaliste. Coburn fut acclamé pour ses rôles dans des films comme Pat Garrett et Billy the Kid, et l'analyste du président, tandis que Bronson s'imposait comme le justicier silencieux et ténébreux dans des succès européens tels qu'il était une fois dans l'Ouest, et finalement dans Un justicier dans la ville, 1974, film qui allait marquer sa carrière. Cependant, alors que la carrière de Coburn était admirée pour son étendue artistique et sa capacité à passer avec aisance du drame à la comédie, Bronson se sentait souvent cantonné au rôle du tueur sans émotion, une image qu'il supportait mal, in secret. Le contraste dans la façon dont les critiques les percevaient semblait attiser encore davantage les tensions. Coburn était souvent loué pour son calme et son raffinement, tandis que Bronson était décrit comme brutal et sans subtilité. De nombreux témoignages indiquent que Bronson estimait que Coburn privilégiait l'apparence au fond et le considérait comme un intrus dans le monde du cinéma d'hommes authentique.
pour ne rien arranger. Bronson n'oubliait jamais un affront, ou du moins ce qu'il percevait comme tel. Un incident de ce genre s'est produit lors d'une soirée hollywoodienne au début des années 1970. Selon une anecdote qui a circulé dans le milieu, Coburn aurait lancé une plaisanterie aux dépens de Bronson, sans doute sur un ton léger. La plaisanterie aurait porté sur le jeu minimaliste de Bronson, le comparant à un morceau de bois armé. Selon des témoins, Bronson n'a ni ri, ni répondu, et s'est éloigné en silence, mais l'insulte l'a marqué. Bronson n'était pas du genre à exploser de colère. Il ruminait sa rancœur et ne l'oubliait jamais. Malgré leur travail dans le même secteur et les rôles similaires qui leur étaient souvent proposés, Bronson et Coburn ne travaillèrent plus jamais ensemble après les 7 mercenaires. Et ce n'était pas un hasard. Dans les années 1970 et 1980, Bronson avait suffisamment d'influence pour opposer son veto aux décisions de casting. Et la rumeur court qu'il aurait refusé des projets où Coburn était pressenti. D'après des proches de Bronson, interrogés en privé sur Coburn, il aurait un jour murmuré « Je ne l'aime pas ». Il est faux. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu de haine. Mais pour quelqu'un comme Bronson, c'était une déclaration lourde de sens. James Coburn, quant à lui, était bien plus détendu face à cette querelle, ou du moins il le prétendait. Interrogé sur Bronson lors d'une interview, il esquissa un sourire en coin et déclara « Charlie était intense, pas le genre de type qu'on invite à prendre un verre. » Une manœuvre typique de Coburn. Esquiver la question avec charme, dissimulant derrière un sourire narquois ce qui aurait pu être un mépris mutuel. Au final, la version de Charles Bronson pour James Coburn ne tenait pas à un événement isolé, mais plutôt à un choc des identités. Bronson, cet homme discret issu de la classe ouvrière qui avait gravi les échelons grâce à sa force de caractère et son authenticité, ne supportait pas ce qu'il voyait chez Coburn. Un professionnel de Hollywood dont le détachement et le côté philosophe lui paraissaient hypocrites. Il ne s'agissait pas seulement d'une rivalité professionnelle, mais aussi d'un conflit personnel. Parmi toutes les personnalités hollywoodiennes que Bronson tenait à distance, James Coburn était celui qu'il méprisait véritablement, sans relâche et de façon permanente. Charles Bronson, l'un des acteurs les plus emblématiques du cinéma d'action, est décédé le 30 août 2003 à l'âge de 81 ans. Son décès est survenu au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, en Californie, un établissement réputé pour avoir soigné nombre de figures emblématiques du monde du spectacle. Au moment de son décès, Bronson s'était retiré de la vie publique depuis plusieurs années, ayant abandonné le cinéma et les apparitions publiques en raison de sa santé déclinante. Sa mort a marqué la fin d'une carrière légendaire s'étendant sur 5 décennies et comprenant de nombreux rôles qui ont défini les genres de l'action et du film policier dans le cinéma américain. Si certains articles initiaux parus après sa mort évoquaient une pneumonie et la maladie d'Alzheimer comme facteurs contributifs, un examen plus approfondi du certificat de décès officiel a révélé un tableau médical plus complexe. Contrairement aux spéculations, ni la pneumonie ni la maladie d'Alzheimer n'ont été mentionnées comme cause principale ou secondaire du décès. La cause officielle enregistrée était une insuffisance respiratoire, caractérisée par l'incapacité des poumons à assurer des échanges gazeux adéquats, entraînant l'arrêt des fonctions vitales. Dans le cas de Bronson, cette insuffisance respiratoire était une conséquence directe d'un cancer du poumon métastatique. Ce type de cancer débute dans les poumons et se propage à d'autres parties du corps, compromettant gravement le fonctionnement de plusieurs organes et systèmes. Le cancer du poumon est souvent agressif et particulièrement mortel lorsqu'il est détecté à un stade avancé. Il demeure l'une des principales causes de décès par cancer dans le monde. Bronson, ancien fumeur pendant une grande partie de sa vie, une habitude courante chez les hommes de sa génération, était particulièrement vulnérable au cancer du poumon, qui touche fréquemment les personnes ayant des antécédents de tabagisme. Outre le cancer du poumon métastatique, le certificat de décès mentionnait également 2 affections secondaires ayant contribué à la dégradation de son état de santé et à son décès, la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, et la cardiomyopathie congestive. La BPCO est une maladie pulmonaire progressive qui rend la respiration de plus en plus difficile, souvent causée par une exposition prolongée à des gaz irritants ou à des particules fines, comme celles présentes dans la fumée de cigarettes. Elle entraîne une réduction chronique du débit d'air et comprend des affections telles que l'emphysème et la bronchite chronique. Les personnes atteintes de BPCO souffrent souvent d'essoufflement, de toux chronique et d'infections respiratoires fréquentes, symptômes qui ont considérablement altéré la qualité de vie de Bronson durant ces dernières années.
La cardiomyopathie congestive, autre facteur secondaire de son décès, est une affection caractérisée par un affaiblissement du muscle cardiaque qui ne parvient plus à pomper le sang efficacement. Ce trouble peut entraîner une insuffisance cardiaque et est souvent associé à d'autres maladies chroniques, notamment chez les personnes âgées. Elle peut avoir diverses causes, notamment l'hypertension artérielle de longue durée, les maladies coronariennes et, dans certains cas, des affections pulmonaires chroniques comme la BPCO, qui peuvent imposer un effort supplémentaire au cœur. Après sa mort, Charles Bronson a été inhumé au cimetière de Brownsville, situé à West Windsor, dans le Vermont. Ce lieu de repos rural de la Nouvelle-Angleterre offrait une dernière demeure sereine et paisible à l'acteur légendaire, loin des paillettes et du glamour d'Hollywood. Bronson possédait depuis longtemps une propriété dans le Vermont, où lui et sa famille passaient beaucoup de temps, profitant de la tranquillité et de l'intimité relative des lieux. Son inhumation dans ce cimetière paisible témoignait de son attachement personnel à la région et peut-être du désir d'être commémoré non seulement comme une légende du cinéma, mais aussi comme un homme qui chérissait une vie simple et authentique, loin des projecteurs.